Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Comment tirer le meilleur profit des infrastructures sportives héritées de la CAN? Le chef de l'État et le gouvernement ont examiné cette question ce mercredi dans une vision de développement à long terme. Et ce mercredi marque le début du mois de carême pour les chrétiens. Par ce signe sur les fronts, les fidèles entament 40 jours de réflexion, de prière et de jeûne jusqu'à Pâques. Enfin, après les clameurs, l'euphorie, les hommages et les distinctions, que reste-t-il à la Côte d'Ivoire après la CAN? On fera le point dans ce journal. Comme annoncé en titre, la gestion du patrimoine sportif hérité de la CAN était au cœur des échanges ce mercredi. En Conseil des ministres, le président a instruit le gouvernement à s'y atteler, comme nous le précisent Pierre Dipomélin et Fulgence Kissiedo dans ce reportage. Lors de la cérémonie de distinction des éléphants footballeurs par le chef de l'État au Palais de la Présidence, hier mardi, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, avait évoqué la problématique de la gestion des infrastructures sportives acquises après la CAN. Au Conseil des ministres de ce mercredi, présidé par le président Alassane Ouattara, cette préoccupation est revenue sur la table de discussion. Le chef de l'État en a fait une priorité. Il a instruit le Premier ministre à analyser les propositions du président de la FIF. Dans le but de consolider les acquis de cette CAN, je demande à M. le Premier ministre de faire en sorte que l'entretien, la maintenance et l'exploitation optimale des infrastructures de grande qualité dont nous disposons désormais soit une priorité immédiate. Le Premier ministre me l'a déjà exprimé, c'est déjà son point de vue. Le gouvernement devra également intégrer le renforcement de la formation de notre jeunesse dans différents domaines sportifs, dans les réflexions en cours sur l'utilisation de nos infrastructures. D'ailleurs, beaucoup ont pensé au départ que cette CAN était pour la jeunesse. C'est vrai, mais elle est devenue la CAN pour tous les Ivoiriens. Merci les jeunes de nous avoir donné l'occasion de profiter de cette joie. La Côte d'Ivoire compte à ce jour, après la Coupe d'Afrique des Nations, 6 stades de classe internationale, 2 à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, des villes dotées chacune d'un stade. 24 terrains d'entraînement ont été aménagés et font partie du riche héritage de la CAN. Une CAN réussie en Côte d'Ivoire qui a été saluée unanimement par les Ivoiriens. L'occasion pour beaucoup d'entre eux de saluer les efforts du président de la République, notamment pour la qualité des infrastructures mises à la disposition de la CAF pour cette grande messe du football africain. Les détails de Timé Danger et Tanguy Kona. Au départ, une question taraudait bien d'esprit. La Côte d'Ivoire sera-t-elle au rendez-vous de l'organisation de la CAN 2023 ? À l'arrivée, l'unanimité est faite autour de l'affirmative. Tant le pays a mis à la disposition de la messe du football africain, dans le pays, des infrastructures majeures, dont des ponts, des routes, des hôtels et des stades, de normes internationales. De quoi rendre fiers les Ivoiriens, saluant dans la foulée efforts et actions de l'exécutif. Pour l'ensemble des infrastructures, au-delà des stades, il y a d'autres infrastructures, les ponts, les routes, les jeux, les échangeurs. Le peuple ivoirien a apprécié et moi, personnellement, j'ai été ravi de voir toutes ces infrastructures mis, en œuvre pour accueillir l'ensemble des Africains ici en Côte d'Ivoire. Vu le temps qui nous était imparti avec tous les travaux qu'on voyait inachevés, on avait peur. Mais aujourd'hui, on peut s'estimer heureux d'avoir été à la hauteur des attentes de tout le monde. Moi, personnellement, je suis heureuse de parler de la Côte d'Ivoire, de lever le drapeau et d'être fière de mon pays parce qu'il y a de belles choses qui se sont passées au-delà même de ce que je pouvais imaginer. Merci à Dieu, merci au président Alassane, merci à tous les Ivoiriens, même aux étrangers qui vivent ici, merci à tout le monde. L'État de Côte d'Ivoire est à la hauteur parce que comparé à 10 ans en arrière, de 2 stades, à Abidjan on avait juste un seul stade, c'était le stade Félix Houphouët-Boigny. Passer aujourd'hui à 2 stades à Abidjan, c'est déjà très extraordinaire. En dehors de ça, ouvrir encore des stades dans les villes de l'intérieur, je pense que l'État a beaucoup fait. Merci à l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a répondu aux attentes. Voilà, parce que tout a été bien organisé. Bravo le président. Il a fait un très très bon travail. Vraiment, il a besoin d'un autre mandat encore. Ouverte le 13 janvier dernier, la messe du bal en rang en terre ivoirienne
s'est achevée le 11 février dernier avec la victoire des éléphants qui ont défait les Super Eagles du Nigeria sur le score de 2-1, s'offrant ainsi la 3e étoile du pays. Et les projecteurs se sont éteints dimanche sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au stade Ebimpe. Au-delà de la belle victoire des éléphants à domicile, que laisse la compétition continentale en héritage à la Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est le point de Pierre Dipomélin dans cet élément. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 s'est achevée. Les Ivoiriens ont célébré les éléphants champions d'Afrique pour la 3e fois. Après les clameurs, l'euphorie, les hommages et les distinctions, que reste-t-il à la Côte d'Ivoire? Quels sont les acquis de cette CAN pour la Côte d'Ivoire? Au niveau sportif, le pays est passé de 2 stades, Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et celui de la Paix de Bouaké, à 6 stades avec le stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro et le stade Laurent Pokou de San Pedro. À cela s'ajoutent 24 terrains d'entraînement. Toutes ces infrastructures sportives sont une plus-value pour le football local. Les clubs et centres de formation ne sont plus obligés de faire de longues distances pour leurs activités. La CAN a aussi permis au réseau routier de s'améliorer avec la réhabilitation de la côtière, qui était devenue une route désespérante. Elle est désormais neuve et l'axe Abidjan-San Pedro se fait en moins de 4 heures en voiture. La Y4, le pont, l'échangeur de Makassi et Ndotré, le tunnel d'Abobo sont également les retombées de la CAN 2023. Au niveau économique, le business dans pratiquement tous les secteurs d'activité a été florissant. Les maillots officiels, qui ont fait la polémique du fait de leurs coûts jugés exorbitants, ont été en rupture de stock pendant plusieurs semaines. Les réceptifs hôteliers et les locations de voitures ont du mal à combler la demande. Idem pour la restauration et le transport, qui ont tiré grand profit de ce rendez-vous continental. Un autre acquis de la CAN, c'est au niveau social. Cette compétition a décuplé la flamme patriotique des Ivoiriens. Pendant un mois, les 60 ethnies du pays se sont muées en un seul peuple, compact et fier, faisant bloc derrière leur équipe nationale. Moment de retrouvailles, les anciens premiers ministres et anciens ministres des Sports venus pousser les pachydermes à la victoire. Les leaders des partis politiques, vêtus aux couleurs nationales, ne sont pas restés en marge de cet événement continental. Les divergences politiques, idéologiques et autres récriminations ont laissé place au patriotisme, au sentiment d'appartenance à une nation, la Côte d'Ivoire. Le sport, plus singulièrement le football, n'a jamais mieux incarné le vecteur de rassemblement et de cohésion. Cette CAN dite de l'hospitalité aura réussi en un mois ce que les politiques bâtissent sur plusieurs années. Une CAN qui s'est aussi déroulée sans incident majeur, et cela grâce aux efforts des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Dans ce reportage de Timé Danger, on vous replonge dans le dispositif sécuritaire mis en place pour assurer la sécurité de ce grand événement sportif. Palais présidentiel, mardi 13 février 2024. Outre staff et joueurs, sont à l'honneur les chefs des grands commandements des forces de défense et de sécurité du pays. Au cœur de l'adresse du chef de l'État à leur endroit, la bonne marche du dispositif sécuritaire national, déployé sur différents théâtres opérationnels, pendant la messe du football continental, en terre ivoirienne. Je voudrais faire une adresse spéciale à nos forces de sécurité pour votre professionnalisme, pour la qualité du travail, la sécurisation du processus de bout en bout. Revisitons le dispositif, qui voit se déployer 17 205 militaires, gendarmes et policiers. À leur côté, 2456 stadiers, issus des écoles de gendarmerie et de police du pays. Parmi eux, ces élèves gendarmes d'Abidjan, prêts à être projetés. Le commandant supérieur du corps est lui en première ligne, à l'intérieur du pays, aux côtés des hommes du dispositif dans la deuxième ville du pays, mis en jambe avant le terrain. Aux hommes sur les rangs de l'escadron commando 1-3 de Bouaké, professionnalisme et esprit patriotique au service sont invoqués. Les consignes reçues, place à la projection des hommes sur les différents théâtres opérationnels. Le premier, le stade de la Paix. Au poste de contrôle des opérations de sécurisation de la CAN, des hommes prêts à accomplir la mission. Stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Un autre théâtre de sécurisation de la CAN. Sur les lieux, un poste de contrôle, bien tenu par plus de 3000 gendarmes, policiers et militaires, engagés dans les opérations de sécurisation. Leur hôte du jour, l'administrateur général de police,
Youssouf Kouyaté, qui passe en revue le dispositif mis en place du poste de contrôle au sein du stade au poste de contrôle antiterroriste, en passant par le poste de contrôle de coordination. Autre front, la fluidité routière. L'on y retrouve le général Alexandre Appalo-Touré, descendu cette fois sur la Y4, voie des officiels, devant se rendre au stade Alassane Ouattara pour le match de clôture de la CAN 2023. Entre instructions et rappel à l'ordre, le commandant supérieur descendu dans l'arène pour lever toute entrave au trafic. À terme, le point critique est traité. Officiels et autres hôtes de marque peuvent rallier le stade des Bimpé, d'où le cap est mis sur une autre destination, avec le sentiment du devoir accompli. Un devoir salué par le chef suprême des armées. Ils étaient 27 joueurs professionnels qui ont été retenus sur la liste des éléphants pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui s'est soldée par la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Ces internationaux qui pour la plupart étaient à leur première CAN sont devenus aux côtés de quelques anciens des chouchous pour les Ivoiriens. Focus sur ces nouvelles stars du ballon rond ivoirien dans ce reportage de Salif Yalekoé. 27 joueurs ivoiriens retenus pour la 34e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est jouée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Parmi eux, 2 rescapés du Sacre de 2015, Max Cradel et Serge Aurier. La Côte d'Ivoire, à en croire la CAF, fait partie des 3 nations les plus jeunes, avec une équipe ayant 25 ans de moyenne d'âge. Aux côtés des plus anciens, certaines pépites sont désormais les chouchous des Ivoiriens. Le portier Yaya Fofana, qui évolue dans le club d'Angers, en Ligue 2 française, gardien titulaire des éléphants, a honoré sa première sélection avec l'équipe nationale lors du rassemblement du 9 septembre 2023, lors du match face aux Lesotho. Première CAN aussi pour Obit Evan Ndika, né le 20 août 1999 à Paris et défenseur de l'AS Rome en Série A. D'un calme olympien, il a été efficace dans la défense des pachydermes ivoiriens. Lui et le gardien sont les seuls à avoir disputé toutes les minutes de tous les matchs des éléphants durant la compétition. Jean-Michel Seri de Hull City en D2 anglaise est également l'un des acteurs clés de ce 3e sacre des éléphants. Il débute sa carrière à l'Africa Sport d'Abidjan avant de rejoindre le club rival, l'ASEC Mimosa. L'un des joueurs à suivre dans cette sélection à l'avenir, c'est assurément Jean-Thierry Lazaramani, né le 7 mars 1998 à Diego-Nefla en Côte d'Ivoire. Le milieu relayeur à l'Union Saint-Gilloise en Belgique a été sélectionné pour la première fois avec les éléphants le 6 janvier dernier pour le match amical contre la Sierra Leone au stade Laurent Pokou de San Pedro dans le sud-ouest ivoirien. Autre pépite, désormais chouchou, Oumar Diakité qui rappelle un certain Kader Keita, ex-international connu pour son jeu spectaculaire. Formé à l'ASEC Mimosa, le bouillant ailier a rejoint plus tard le Red Bull Salzbourg en Autriche et depuis 2023, le Stade Reims en France. Il est l'auteur d'un but qui a qualifié la Côte d'Ivoire pour les demi-finales. Sur l'autre aile, Simon Adingra, natif de Yamoussoukro, a été désigné homme du match au terme de la finale contre le Nigeria. Avec 2 passes décisives, il a permis à Franck Kessié et Sébastien Haller d'inscrire 2 buts victorieux de la Côte d'Ivoire. Le joueur de 22 ans a aussi été le dynamiteur de la remontada des éléphants en quart de finale contre le Mali. Sur la liste des chouchous, il y a aussi Franck Kessié, 3e capitaine de l'équipe. Après un tour sur le banc de touche en début de partie en 8e de finale, il a haussé son niveau pour permettre aux siens de l'emporter dans les rencontres cruciales qui ont conduit à la 3e étoile ivoirienne en Coupe d'Afrique des Nations. Et dans le reste de l'actualité, ce mercredi marque le début du mois de carême pour les chrétiens à travers l'imposition de la cendre en signe de fragilité, d'humilité et d'espérance. 40 jours de jeûne, de pénitence, de partage que vont vivre les fidèles dans le monde entier. Objectif renouveler et intensifier leur relation avec Dieu avant la résurrection de son fils à Pâques. Les détails de Nadja Eljar. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Ou encore, convertis-toi et crois à l'Évangile. Telles sont les paroles proclamées par le célébrant de messe au moment de l'imposition de la cendre sur le front de ces chrétiens. Cet acte qui invite à l'humilité et à la conversion marque surtout le début du carême chrétien. Cette journée est très essentielle dans la vie d'un chrétien catholique.
En ce sens que nous nous remettons en cause parce que nous sommes cendres et nous retournons cendres. Cela fait preuve d'humilité, de pénitence et de don de soi envers nos prochains. Durant 40 jours, entre jeûnes, partage, pénitence et prière, les chrétiens catholiques feront tout pour affermir leur foi et se rapprocher de Dieu. Alors durant ces 40 jours, le chrétien catholique a le devoir, sinon l'obligation d'accentuer sa vie de prière. C'est-à-dire on a tellement de manières, d'exercices de prière. D'abord la célébration eucharistique quotidienne, ensuite la récitation du chapelet tous les jours, l'adoration, trouver un moment d'adoration avec le Seigneur, la lecture de la parole de Dieu, reprendre la prière en famille dans le mouvement groupe, association et CEB. Et qu'il nous faut aussi jeûner d'eau, de nourriture et de boissons. Cet argent nous permet d'aider les pauvres. Un temps fort à vivre absolument et qui comporte certaines recommandations au-delà de la privation en eau et en nourriture. Pendant ce temps, nous devons prendre toutes les dispositions spirituelles pour nous préparer à entrer dans le temps de Pâques et à préparer ça avec nos frères et sœurs, à changer de vie, à changer de comportement, aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ qui souffre avec sa croix, la croix salvatrice, la croix qui contient toutes nos fautes et tous nos péchés qu'il a expiés. Le message que je laisse à nos frères catholiques, c'est de changer de comportement, d'avoir un comportement bien envers nos frères et sœurs, d'aimer nos frères et sœurs, de transformer nos cœurs. Ce qui est mauvais, nous devons changer nos comportements. Aimer nos frères, être dans la paix avec nos frères et sœurs. Démarré ce 14 février, le carême sera marqué par plusieurs étapes et s'achèvera par la Semaine Sainte qui s'étendra du dimanche des Rameaux à la veillée pascale. Vous les avez peut-être aperçus dans les rues d'Abidjan hier à l'occasion de la célébration de Mardi Gras. Parents et élèves ont tenu à marquer le coup de cette fête en s'inspirant de la canne en Côte d'Ivoire et aussi en mettant à l'honneur la culture ivoirienne, comme le montrent Stéphanie Poté et Tanguy Conan dans ce reportage. La Coupe d'Afrique des Nations est peut-être terminée, mais pour André-Marie, c'est bien le début d'une carrière qui durera une matinée de Mardi Gras. Son école Fontaine a opté pour un thème qui rappelle la Coupe d'Afrique des Nations qui vient de s'achever. J'ai porté le maillot du Sénégal à cause de mon joueur Sadio Mané. En ce moment, je me sens comme mon joueur Sadio Mané. Le thème inhabituel, aux couleurs du football africain, est un soulagement pour les parents qui n'ont pas de mal à habiller leurs petits garçons. C'était vraiment facile parce qu'on n'a pas eu à courir dans tous les magasins à chercher une tenue, mais aller au marché, réfléchir, on met sur le thème. Donc je pense que c'est moins contraignant pour les parents et puis on peut vaquer à nos occupations sans problème. Place à présent à la traditionnelle parade du Mardi Gras. C'est Mardi Gras de la Coupe d'Afrique remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous sommes les petits éléphants, les futurs éléphants. Et donc c'est pour magnifier ces éléphants-là à travers les tout petits. Autre école, autre thématique. À Externat Saint-Jacques, ici, c'est la culture des différents peuples de Côte d'Ivoire qui est mise en avant. Je suis un chef abro, c'est pour ça que j'ai mis les bijoux. C'est important de représenter le peuple abro pour représenter la culture ivoirienne. Cette tenue, ça représente le peuple. Habituellement, on encourage nos enfants à porter les tenues traditionnelles. Mais en plus des tenues traditionnelles, nous avons voulu faire apparaître certains aspects culturels, notamment des peuples abrons, Sénoufo et Oué, pour que, en s'amusant, les enfants puissent apprendre quelque chose de nouveau sur quelques aspects culturels, notamment la chefferie et puis la royauté. Comme chaque année, parents et établissements scolaires redoublent d'imagination pour offrir la plus belle ambiance aux enfants lors du Mardi Gras
jour précédant le mercredi décembre, début du carême chez les catholiques. Pendant les 40 jours de jeûne, il est de coutume de se déguiser et de festoyer en mangeant notamment des mets sucrés et gras. Et aujourd'hui est la journée dédiée aux amoureux. Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Comment les femmes ivoiriennes perçoivent cette fête et quelles sont les préparations de celles qui envisagent de célébrer l'amour avec leur partenaire ce soir? Le reportage de Nadja Elja et Kimo Eric. 14 février, un jour pour vivre officiellement la magie de l'amour. En quittant la maison, je lui ai souhaité bonne fête de Saint-Valentin. Je lui ai déclaré mon amour envers lui. Bon, je pense que ce soir, en rentrant, on va terminer ça dans un restaurant chic. Ça nous ravit. Les hommes d'aujourd'hui ont tendance à ne pas inviter leurs femmes à sortir. Donc on profite de ça. Voilà, moi de là, comme ça, je vais attraper mon homme. Allons, c'est la Saint-Valentin. Et puis on s'amuse. Si cette fête est attendue dans bien des couples, pour certaines femmes, elle est sans grand intérêt. Ce jour, pour moi, l'amour est comme l'hypocrisie. Hein, parce que tu ne me dis pas ça tous les jours. Aujourd'hui, parce que c'est la Saint-Valentin, tu me dis ça. Tu me dis ça pourquoi? C'est pas forcément le jour de la Saint-Valentin qu'il faut prouver à son conjoint qu'on l'aime. Voilà. On peut le prouver à chaque moment qu'on le veut et qu'on a les moyens de lui faire plaisir. Voilà. L'amour devrait être vécu au quotidien. Pour autant, elle ne voit pas d'inconvénient à marquer le coup par des cadeaux en restant dans la limite de leur bourse. C'est en fonction de ce que je possède, voilà, que je peux offrir un cadeau à quelqu'un que j'aime. Voilà. Je peux offrir au moins un cadeau de 10 000, même 15 000, pourquoi pas. Même au-delà de 20 000 aussi, ça peut aller. Voilà. Les chocotés, les débardeurs, on achète ça tous les jours. Ce n'est pas forcément le 14 février. Ça, ce sont les histoires qu'elles me racontent. Sinon, en vérité, les femmes les savent. Ce ne sont pas des chocotos. Des vrais cadeaux. Voilà, les parfums de X prix. Les vraies montres qui donnent l'heure en temps réel. Un présent, c'est le geste. C'est le geste qui importe. Hein. Peu importe le genre de cadeau que tu reçois. Les chocotos, les sucres, même un bouquet de fleurs, ça suffit pour prouver à son conjoint qu'on l'aime. Avant, il donnait un cadeau, mais maintenant, il ne donne plus cadeau. Tu ne me donnes pas, il va te donner comment? Je ne peux pas te donner. Moi, en tout cas, je peux dépasser 2000. Débardeur, 1000 francs. Chocoto, 1000 francs. Ça fait 2000. Il ne dépasse pas. Il n'est écrit nulle part que c'est forcément l'homme qui doit donner. Au contraire, c'est la femme même qui est plus aimante. Et c'est elle, en offrant, elle pousse son mari à le faire. Parce que quand tu donnes à ton mari ou bien à ton conjoint, tu vois, c'est une marque. Donc, quand il verra ça, il va dire « Ah, ma femme me donne, il faudrait que j'arrive aussi à lui donner. » C'est dans les années 1990 que la Saint-Valentin a été introduite en Côte d'Ivoire. La fête des amoureux s'est progressivement installée dans les mœurs et est aujourd'hui une fête incontournable d'où amoureux et opérateurs économiques tirent profit. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.